Alors, reprise ou pas reprise? Pour alimenter la réflexion, j'ai invité un économiste de banque de chez Natixis, Jean-Christophe Caffé. Bonjour Jean-Christophe Caffé. Bonjour. Alors, après le rebond surprise du deuxième trimestre, plus 0,5%, comment est-ce que chez Natixis, vous anticipez ce qui va se passer jusqu'à la fin de l'année? Qu'est-ce que vous prévoyez? On aimerait croire à la reprise, malheureusement, j'ai bien peur que ce ne soit pas vraiment le cas. Alors, c'est vrai que le rebond qu'on a eu au deuxième trimestre de 2013 sur les comptes nationaux a surpris par son ampleur. On tablait un peu comme le consensus des économistes, comme l'INSEE, comme la Banque de France, sur une progression moitié moindre, de l'ordre de 0,2-0,3% de croissance au trimestre. Mais au vu de ce qui a pu motiver ce rebond et au vu de la structure des comptes nationaux, du moins dans leur version préliminaire, il y a fort à craindre que ce rebond ne soit finalement qu'un feu de paille et que la fin d'année se solde plutôt par une croissance relativement atone, voire légèrement négative au troisième trimestre. Alors, ce rebond, il a été porté notamment par la consommation. Qu'est-ce que vous anticipez de ce côté-là, d'ici la fin de l'année? La consommation explique à elle seule à peu près un peu plus de la moitié du chiffre de croissance agrégé sur le deuxième trimestre. À la question de savoir si ceci est durable, la réponse est malheureusement non. Quand on regarde un peu le détail de la consommation, on se rend compte que la moitié de cette performance de consommation s'explique par l'énergie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le contexte climatique du printemps dernier était relativement difficile et les dépenses en énergie des ménages avaient fortement augmenté de l'ordre de 2-2,5% sur le trimestre. Et puis aussi, ce que devraient révéler les comptes d'agents qui seront publiés d'ici quelques semaines, c'est que les ménages auront vraisemblablement puisé de manière significative dans leur épargne afin de pouvoir consommer. Ça, c'est une évolution qu'on a du mal à prolonger dans la mesure où la plupart des déterminants des comportements d'épargne des ménages, qu'il s'agisse du cycle de crédit, puisque les ménages ont plutôt tendance à stabiliser leur endettement, voire à se désendetter, et au regard aussi de l'évolution du marché du travail, avec un chômage qui certes est en ralentissement, mais qui continue d'augmenter, ces évolutions plaident plutôt pour une hausse, voire dans le meilleur des cas, pour une stabilisation du taux d'épargne. Donc dans l'ensemble, ce qu'il faut bien retenir, c'est que le pouvoir d'achat des ménages recule et devrait continuer de reculer sur le court moyen terme, pris en étau entre le ralentissement des revenus salariaux et la ponction budgétaire, transfert et fiscalité, deux facteurs auxquels s'ajoutera vraisemblablement un léger regain d'inflation, si l'on regarde un peu ce qui se passe sur les prix des matières premières actuellement, et bien sûr la hausse de la TVA qui interviendra en janvier 2014. Donc la consommation, peu d'espoir à ce niveau-là. Donc, s'il y a peu de choses à attendre de la consommation, est-ce qu'on peut attendre quelque chose des entreprises? Est-ce qu'on peut imaginer une reprise par l'offre plus que par la demande? Ça paraît trivial comme ça, mais pour qu'il y ait une reprise par l'offre, il faut qu'il y ait une demande en face. Alors comme on vient de voir, les perspectives de demande en France sont relativement sinistrées. Et si on regarde un peu ce qui se passe à l'étranger, ce qu'on appelle la demande adressée à la France, là aussi, pas vraiment de raison d'être très optimiste. Le commerce mondial en volume, quand on enlève aussi le commerce de matières premières et de pétrole, est à peu près à zéro en croissance sur un an. Et si on regarde un peu ce qui se passe côté pays émergents, on est vraiment dans une problématique de ralentissement dont on a du mal d'ailleurs à l'heure actuelle à saisir l'ampleur. Donc pour l'instant, aussi un peu prématuré d'imaginer une reprise par l'offre, même si encore une fois la stabilisation de l'investissement des entreprises qu'on a vu au deuxième trimestre et le léger restockage qu'on a pu aussi entrevoir peuvent préfigurer, si on est optimiste, un léger mieux sur 2014. Oui, en parlant d'optimisme, il y a aussi l'amélioration du climat des affaires. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une bulle euphorique ou est-ce que ça correspond à une réalité économique? Ma lecture des indicateurs avancés est celle-ci, c'est que je pense fondamentalement que le niveau qu'avaient atteint la plupart des indicateurs, qu'il s'agisse de l'enquête INSEE, des enquêtes Banque de France ou les PMI dans l'ensemble des secteurs, avaient atteint des niveaux anormalement faibles. Et qu'aujourd'hui, on assiste plutôt à une normalisation de ces indicateurs avancés qui retrouvent des niveaux d'ailleurs compatibles, plutôt compatibles avec une stagnation de l'activité qu'avec une croissance forte. Donc là-dessus, je pense qu'il faut rester très prudent et plutôt que prévoir un redécollage franc et massif de l'économie française, plutôt une croissance durablement molle. On constate aussi une amélioration du commerce extérieur français. Est-ce que cela traduit une amélioration de la compétitivité de la France, selon vous? Alors, quand on regarde la balance commerciale, je pense que ça traduit surtout le ralentissement des importations, elles-mêmes liées au ralentissement de la demande intérieure. Alors c'est vrai, encore une fois, qu'on a eu un bon chiffre de commerce extérieur en volume sur le deuxième trimestre, mais celui-ci doit, à mon sens, davantage s'interpréter comme une correction, après 2 trimestres d'ailleurs de contraction des exportations en volume, et aussi probablement par l'effet de la baisse des prix des exports qu'on a observé sur le trimestre qui a permis cette progression de 2%.
10% en volume. J'ajouterai qu'un point ne fait pas la tendance et que si on regarde attentivement ce que pourraient être les symptômes d'un regain de compétitivité, on est plutôt déçu que rassuré puisqu'on ne voit pas la France gagner des parts de marché ou les entreprises avoir un regain de profitabilité à l'export. Pour en rester sur ce sujet de la compétitivité, le CICE est entré en vigueur, il se généralisera au 1er janvier. Est-ce qu'il y a quelque chose à attendre du CICE ? Oui, ma lecture du CICE est plutôt celle d'une bouée lancée aux entreprises, d'une bouffée d'oxygène en fait qui leur aurait été accordée afin qu'elles puissent passer l'ornière conjoncturelle actuelle, qui a commencé il y a plus d'un an, sans trop de casse. Il faut bien voir que les entreprises françaises ont traversé la crise. Le niveau des faillites est resté relativement limité, mais les entreprises qui ont survécu ont vu leur bilan et leur trésorerie particulièrement affectés. Donc c'est dans ce sens qu'il faut interpréter le CICE, qui est encore une fois une bouffée d'oxygène temporaire, en attendant que les ajustements se fassent, s'ils se font, ce que devrait permettre, à mon sens, l'accord national interprofessionnel qui a été voté en mai dernier. On sort de 6 années de crise, on ne sait pas encore, mais on a eu 6 années de crise derrière nous. On imagine que ces 6 années de crise ont bien entamé le potentiel de croissance de la France. À quel niveau vous le situez aujourd'hui, cette croissance potentielle ? C'est très difficile, voire impossible, d'estimer en temps réel le croissance potentielle de la France pour un tas de problèmes, pour un tas de raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas ici. Si on utilise les techniques habituelles, l'approche par la démographie, les gains de productivité tendancielle, productivité globale des facteurs, etc., on est sur une estimation, nous, à Natixis, de l'ordre de 1%. 1,5% qui sont les estimations du FMI ou de l'OCDE, entre 1 et 1,5%. C'est à notre sens, si on fait des hypothèses particulièrement, allantes sur le taux d'emploi et le chômage structurel. Pour notre part, nous pensons, au regard aussi de ce qui s'est passé sur ce qu'on peut approcher comme destruction de capacité, on est plutôt sur une croissance potentielle de l'ordre de 1%, ce qui signifie que la France aurait à la fois détruit du niveau de PIB potentiel et du niveau de croissance de PIB potentiel, ce qui signifie que les réformes structurelles doivent être menées, à commencer par les comptes publics. Alors, on voit qu'il y a un mouvement quand même sur ces réformes structurelles. Faut-il accélérer ce mouvement pour restaurer le potentiel de croissance ? C'est souvent ce qu'on entend, qu'il faudrait accélérer très fortement le processus de réforme structurelle. En termes de choc. On entend souvent en termes de choc sur le choc de compétitivité, choc de simplification, etc. Je pense pour ma part qu'une thérapie de choc n'est pas absolument nécessaire à la France, dans le sens où elle serait particulièrement risquée dans le contexte actuel. Il faut voir qu'une thérapie de choc aurait pour conséquence immédiate de déprimer encore plus la demande intérieure et notamment la consommation des ménages, qui est, comme on l'a vu, le seul moteur résiduel de croissance en France à l'heure actuelle. C'est donc pas le moment de réformer ? C'est le moment de réformer, mais encore une fois, si on le fait trop fort, et dans la mesure où la demande étrangère, comme on l'a vu, ne me semble pas être en état de prendre le relais du moteur domestique, il y a un véritable risque à faire ce qu'on appelle une stratégie de choc. Il faut bien voir que l'Allemagne, quand elle s'est réformée, déjà elle ne s'est pas réformée en 1 an, mais en 10, ça a été suivi des faits, et ça a été un véritable succès, comme on le voit à l'heure actuelle. Mais encore une fois, l'Allemagne a entrepris de se réformer dans un contexte où le commerce mondial augmentait de 7 à 8% par an en volume, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Jean-Christophe Caffé, merci pour ces explications. Merci à vous.